Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article en lecture aujourd'hui s'intitule Culpabilité et perfectionnisme, un lien étroit. La culpabilité et le sentiment de culpabilité ne seraient pour l'homme qu'un moyen de garder la maîtrise de son destin ou de conserver un sentiment de toute puissance. Effectivement, face au stress provoqué par l'incompréhension d'un événement, ou face à notre constat d'impuissance, la culpabilité intervient. Se culpabiliser permet effectivement de redonner la maîtrise de notre destin. Si l'on subit une agression injuste et incompréhensible, notre vision du monde n'est alors plus qu'impuissance, qu'imprévisibilité, qu'incertitude et incompréhension. Ce vide est un gouffre insupportable et angoissant pour l'esprit humain, toujours en quête de sécurité. Se culpabiliser serait l'antidote qui permettrait alors de redonner du sens dans notre vie, de redonner une impression de contrôle, de certitude. Cette culpabilité est pourtant imaginaire, et nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. Mais être coupable, cela veut dire que l'on aurait peut-être dû faire autrement, qu'on aurait pu éviter, et nous redonne ainsi une certaine impression de maîtrise de notre destin. Être coupable, remettre la faute sur nous-mêmes, pour garder un semblant de contrôle permettrait de cacher le sentiment d'impuissance face à la souffrance subie. La culpabilité, et le sentiment qui en découle, est un mécanisme spontané et individuel qui ne peut pas être maîtrisé. Elle n'a pas forcément pour origine un acte coupable réel, mais elle peut aussi être la conséquence d'un événement douloureux ou incompréhensible. En effet, subir un acte injuste et douloureux venant de l'extérieur peut entraîner un véritable sentiment d'impuissance accompagné de l'impossibilité d'en comprendre la raison. Ce sentiment d'impuissance est insoutenable pour l'esprit humain. Une solution peut être de remettre la faute de notre souffrance sur les autres, mais cela ne libère pas, ou que temporairement. Ou on peut finir par chercher une explication et une raison en nous-mêmes. On s'accuse soi-même et l'impuissance qui nous était insupportable se transforme ainsi en culpabilité, souvent imaginaire. L'esprit humain arrive ainsi à trouver une explication à l'inexplicable. Le sentiment de culpabilité ne repose pas forcément sur une réalité. La culpabilité peut aussi être imaginaire. Dans les deux cas, les souffrances qu'elle engendre sont semblables et vécues de la même manière. Culpabilité réelle et culpabilité imaginaire entraînent la perte du désir et une souffrance réelle, dévitalisent de la même manière et interdisent l'accès à une vie libre. Un acte coupable imaginé ou désiré peut avoir le même impact psychique et affectif qu'un acte réellement accompli. La culpabilité imaginaire et son effet ne doivent donc pas être minimisés par rapport à une culpabilité réelle. En effet, certains peuvent même être tentés de transformer leur culpabilité imaginaire en culpabilité réelle par un passage à l'acte. Ce passage à l'acte crée un soulagement temporaire de la souffrance et donne l'illusion qu'on avait bien raison de se sentir coupable. Il s'agit d'une justification de la souffrance. À noter toutefois que le fait de se sentir coupable ne prouve en aucun cas que l'on ait raison de se sentir coupable ou que l'on soit responsable. Imaginaire ou réel, la culpabilité présente également une autre ambivalence. Elle peut être consciente et inconsciente. Cela explique que l'on puisse se sentir coupable sans savoir vraiment pourquoi, que l'on ressente un besoin de punition omniprésent ou que l'on tend à accuser autrui pour faire porter le poids de la faute. La culpabilité peut aussi rester inconsciente
car nier. La culpabilité est individuelle, mais elle peut aussi être collective. La notion de culpabilité ou péché collectif démarre concrètement vers le XVIe siècle chez les chrétiens d'Occident. À partir de ce moment-là, non seulement l'homme est coupable individuellement, mais aussi collectivement. Tous les hommes sont des pécheurs, et l'Église exige d'eux qu'ils l'avouent. Ensuite, certains sentiments négatifs comme la haine, la colère, la révolte, l'égoïsme sont interdits d'expression par la société et seront donc refoulés. Ressentir de tels sentiments peut donc faire ressentir de la culpabilité. Enfin, la société, ou les parents, inculquent et définit un idéal et une attente de l'exemplarité. Un enfant peut donc également se sentir coupable de ne pas être à la hauteur ou de ne pas rendre heureux ses parents. Cette culpabilité inconsciente constitue bien souvent le revers du perfectionnisme. Le perfectionnisme est donc là pour combler le gouffre de la culpabilité. Pourtant, renoncer au perfectionnisme pourrait signifier assumer sa culpabilité librement et dignement sans pour autant la nier. Cela va bien entendu à l'encontre de nombreuses religions qui insistent sur le besoin de se perfectionner pour se libérer de ses culpabilités, sur la nécessité de l'intervention du Tout-Puissant pour se libérer, l'homme n'en étant pas capable seul et par lui-même. On peut considérer que culpabilité et perfectionnisme, maladif, sont étroitement liés. La perfection est comparable à une impression de toute puissance. Elle nous fait croire que les limites n'existent pas. Son rôle est de remplir un vide qui bien souvent résulte d'une image défaillante de soi-même ou d'un manque fondamental d'estime de soi. Mais le perfectionniste n'en fait jamais assez à ses yeux, s'angoisse de ne pas faire assez d'efforts, est perpétuellement insatisfait et il se sent coupable. Perfectionnisme et culpabilité se nourrissent donc mutuellement dans un cercle vicieux. Comme la dépression, le perfectionnisme est une dérive de la culpabilité. Le perfectionnisme peut aussi souvent conduire à une autre réaction surprenante, qui est la procrastination. La procrastination est le comportement qui consiste à remettre au lendemain. On pourrait penser que le perfectionniste souhaite faire au mieux et tout de suite. Mais réaliser une tâche parfaitement, sachant que la perfection n'existe pas, peut vite s'avérer source de stress. Sans compter que s'engager dans une tâche implique le risque de mal faire et de culpabiliser. Le perfectionniste peut donc préférer remettre à plus tard pour disposer d'une journée idéale et optimale à la réalisation parfaite de sa tâche. Ou alors, le perfectionniste cherchera d'abord à s'informer au maximum sur le sujet afin de ne rien oublier et de se sentir prêt à l'exécution de sa tâche avec excellence. Sinon, il peut même repousser son projet au point de ne plus avoir assez de temps et pouvoir ainsi se dire que c'est parce qu'il n'a pas eu assez de temps que son travail est imparfait et éviter ainsi toute culpabilisation. Pour finir, le perfectionniste peut aussi en arriver à repousser indéfiniment son projet, voire à l'abandonner, plutôt que de connaître un échec. Si l'on veut guérir de la culpabilité, cela implique donc de soigner également le perfectionnisme. La meilleure manière de se libérer de la culpabilité est de renoncer à la toute-puissance, lâcher prise, d'admettre et d'assumer que la culpabilité et le sentiment de culpabilité font partie de l'existence humaine. Il en va de même de notre perfectionnisme. Il est important de prendre conscience que la perfection n'existe pas et d'accepter nos imperfections. D'ailleurs, faut-il vraiment atteindre la perfection pour être aimé, reconnu ou avoir du succès ? Même les plus belles voitures ont un défaut et ont des limites. Même certains logiciels qui se vendent à des millions d'exemplaires sont souvent imparfaits.
Votre album de musique préféré est-il parfait du début à la fin? La perfection est-elle vraiment ce que l'on attend de nous? La perfection est également subjective. Ce qui est parfait pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. La religion et la croyance en un Dieu peuvent être d'une aide précieuse pour bien débuter une libération de la culpabilité ou de la perfection. Se tourner vers son Dieu permet de lâcher prise, de s'en remettre à plus grand que soi, à accepter de se laisser guider et renoncer à la toute-puissance. Si cet article vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la culpabilité et le perfectionnisme, je vous propose de lire le livre Culpabilité, paralysie du cœur de Lita Basset, ou alors le livre Au diable la culpabilité de Yves-Alexandre Talman. Cet article est librement inspiré de ces deux livres. Par ailleurs, sur le site devenirzen.fr, à l'endroit de l'article, vous trouverez également un schéma qui est une réalisation personnelle sur le mécanisme de la culpabilité. Si l'on regarde ce schéma qui représente le mécanisme de la culpabilité, tout commence avec une souffrance vécue que l'on estime injuste ou incompréhensible. On ressent une non-maîtrise de son destin, voire une impuissance face aux événements. Elle apporte également une mauvaise image de soi. Parfois, cette souffrance et culpabilité peuvent être transmises. Il s'agit alors d'un héritage familial. Cette souffrance incompréhensible, cette non-maîtrise du destin ou alors cette impuissance sont difficiles à vivre pour notre esprit. C'est pourquoi un mécanisme de culpabilité se met en place. Cette auto-accusation ou cette culpabilité que l'on a pour soi-même redonne du sens. Elle redonne une compréhension de ce qui nous arrive. Toutefois, cette position de culpabilité et d'auto-accusation n'est pas idéale et n'apporte pas la paix que l'on attend. Ce mécanisme de culpabilité permet donc d'apporter du sens que l'on n'avait pas avant. Toutefois, cette culpabilité et auto-accusation est une position inconfortable et nous allons chercher des voies de libération. Il y a 3 voies de libération, mais qui sont en réalité que des tentatives vaines de libération. Le réconfort n'est que temporaire. Il y a la première tentative vaine de libération qui consiste à accuser les autres, à s'auto-punir ou alors de passer simplement à l'acte. Mais comme on l'a vu, un passage à l'acte n'est qu'une libération temporaire. Et l'on finit par revenir à la culpabilité et à l'auto-accusation. Une autre voie de libération, mais toujours vaine, est la dérive vers la dépression. En réalité, il s'agit en quelque sorte d'abandonner ou de se résigner. Il s'agit d'un soulagement temporaire, mais une fois de plus, on va revenir vers la culpabilité et l'auto-accusation. Une troisième voie de libération, mais qui reste également vaine et temporaire, est une dérive vers le perfectionnisme ou la procrastination, qui permet de trouver un soulagement temporaire. Ces 3 voies de libération, l'accusation des autres ou l'autopunition, le perfectionnisme ou la dépression, sont 3 voies qui apportent un certain soulagement, malheureusement que temporaire. Et on finit par revenir vers la culpabilité et l'auto-accusation qui apportent du sens à notre souffrance incompréhensible ou injuste. Heureusement, il existe une 4e voie. Cette 4e voie de libération serait la véritable porte de sortie. En quoi consiste cette porte de sortie? Il s'agit de lâcher prise. Il s'agit de renoncer à la toute-puissance. Il faut accepter ce sentiment de culpabilité qui est humain et accepter notre imperfection. La perfection n'existe pas. Il est temps d'avoir confiance en la vie et de remettre sa vie entre les mains du destin. Il s'agit donc en quelque sorte d'une voie
une quatrième porte de sortie plus spirituelle, qui permet de réellement lâcher prise et de faire confiance en la vie ou en Dieu. Merci à vous et portez-vous bien.